Mes parents m'ont abandonné à l'adoption à l'âge de 8 ans parce que j'étais une fille. Lorsque j'ai hérité de la fortune de mon père adoptif, mon père biologique s'est présenté. Je m'appelle Anna Wilson et, à 34 ans, je ne m'attendais jamais à devenir une architecte millionnaire avec une histoire qui ferait pleurer des inconnus. À l'âge de 8 ans, mes parents biologiques m'ont abandonné parce que j'avais commis le terrible crime de naître fille. 26 ans plus tard, mon cher père adoptif, James, m'a légué toute sa fortune à son décès. L'encre du testament était à peine sèche lorsque l'homme qui m'avait jeté comme un déchet s'est présenté à ma porte, la main tendue. Alors que je partage mon parcours de trahison et de rédemption, dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà dû redéfinir ce que signifie réellement la famille. Mes premiers souvenirs se sont formés dans une modeste maison de 2 étages dans la banlieue de Portland, Oregon. C'était un quartier de classe moyenne typique avec des pelouses soigneusement taillées, des barbecues le week-end et des enfants faisant du vélo dans les rues. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à la famille américaine parfaite. Mon père biologique, Henry Chang, travaillait comme gestionnaire de compte dans une banque locale. C'était un homme sévère, traditionnel, qui souriait rarement mais imposait le respect partout où il allait. Ma mère, Diane, était une femme au foyer qui passait ses journées à cuisiner, à nettoyer et à s'assurer que tout se déroulait sans accroc dans notre maison. Elle était calme, soumise et rarement en désaccord ouvert avec mon père. J'avais 2 frères aînés qui complétaient notre tableau familial. Eric avait 10 ans de plus que moi, déjà adolescent lorsque je formais mes premiers souvenirs cohérents. Jason avait 6 ans de plus, encore un enfant, mais assez âgé pour trouver sa petite sœur agaçante la plupart du temps. Malgré les différences d'âge, je me souviens avoir ressenti que nous étions une famille normale et heureuse dans ces premières années. J'ai des souvenirs flous de soirées cinéma en famille, de pique-niques d'été au bord du lac et de matins de Noël à déballer des cadeaux sous le sapin. Mais même dans ces heureux souvenirs, il y avait des indices subtils de ce qui allait arriver. Je me souviens de mon père rayonnant de fierté lorsque mes frères rapportaient de bonnes notes ou gagnaient des trophées sportifs avec moi. Ses réactions étaient plus réservées, ses louanges plus mesurées. J'étais trop jeune pour comprendre la signification à l'époque, mais les graines de la déception étaient déjà plantées. Mon père venait d'une famille asiatique américaine traditionnelle où les fils étaient considérés comme les véritables héritiers pour porter le nom et l'héritage familial. Les filles étaient considérées comme des membres temporaires qui finiraient par se marier dans d'autres familles. Ce bagage culturel a façonné sa vision du monde d'une manière qui allait finalement dévaster mon enfance. En vieillissant, sa déception est devenue plus évidente. Vers l'âge de 5 ans, j'ai commencé à remarquer la différence de traitement entre moi et mes frères. Si j'obtenais un A à un examen, il hocherait la tête et dirait « bien ». Si Jason obtenait la même note, il y aurait des tape-mains et des friandises spéciales après le dîner. Ma mère semblait sentir ce déséquilibre et essayait de compenser à sa manière. Elle passait du temps supplémentaire à m'apprendre à cuisiner des recettes traditionnelles et à me montrer comment tenir une maison comme une femme respectable. Rétrospectivement, je me rends compte qu'elle essayait de me rendre plus précieuse de la seule manière qu'elle connaissait, en faisant de moi une épouse et une mère potentielle parfaite. Les hommes veulent une femme qui sait s'occuper d'une maison, disait-elle, en me montrant comment plier des raviolis. Ces compétences te rendront spécial pour quelqu'un un jour. J'ai essayé d'être ce que mon père voulait. J'ai grimpé aux arbres avec les garçons du quartier, excellé en mathématiques et en sciences, et j'ai rapporté des bulletins parfaits. Je pensais que si j'étais juste assez exceptionnelle, assez intelligente, assez forte, ils me considéreraient comme digne, tout comme mes frères. J'ai même demandé des camions jouets au lieu de poupées à Noël une année, espérant voir cette étincelle d'approbation dans ses yeux. Cela n'est jamais arrivé. Mon 6e anniversaire reste gravé dans ma mémoire comme la première fois où j'ai vraiment compris ma place dans la hiérarchie familiale. Mes frères avaient reçu de nouveaux vélos, des consoles de jeux et des fêtes somptueuses pour leur anniversaire. Pour le mien, il y avait un petit gâteau, quelques cadeaux de ma mère et de mes frères, et une carte de mon père avec $20 à l'intérieur. Il a dû travailler tard ce jour-là et a manqué la majeure partie de la célébration. Je l'ai entendu plus tard dans la soirée au téléphone avec un parent dire « Oui, nous avons fait une petite chose pour Anna. Rien de spécial, juste la famille. Pas la peine d'en faire un grand événement pour une fille. » Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, serrant le billet de $20 qui représentait ma valeur à ses yeux. Je commençais à comprendre que, aux yeux de mon père, j'étais moins que mes frères simplement à cause de mon sexe. J'étais un investissement qui ne rapporterait jamais, une déception. Dès l'instant où le médecin avait annoncé « c'est une fille ».
À l'approche de mon 7e anniversaire, j'ai pris davantage conscience de mes efforts pour plaire à mon père. J'ai commencé à rapporter à la maison des œuvres d'art de projets scientifiques scolaires qui avaient remporté le premier prix et j'ai même essayé d'apprendre les sports pour pouvoir lui parler de ses équipes préférées. Il reconnaissait ses efforts par de brefs hochements de tête ou des tapes distraites sur la tête, mais son attention était toujours rapidement redirigée vers mes frères et leurs réalisations. Un soir, je l'ai entendu parler à son frère au téléphone. « Que puis-je faire d'une fille inutile » a-t-il dit, sans savoir que j'étais juste au coin de la rue. Les garçons perpétueront le nom de la famille, iront à l'université, se réaliseront. Anna va juste se marier et deviendra la famille de quelqu'un d'autre. Tout l'argent que nous dépensons pour elle est juste un investissement dans l'avenir d'un autre homme. Ces mots se sont gravés dans mon cœur. Inutile, un fardeau, un investissement sans retour. À 7 ans, j'étais déjà considéré comme un passif plutôt qu'un enfant aimé. Mais même alors, je n'aurais jamais imaginé jusqu'où mon père irait pour se débarrasser de sa fille décevante. Tout a changé quand j'avais 7 ans et demi. Ma mère nous a tous réunis dans le salon un dimanche après-midi et a annoncé avec un sourire nerveux qu'elle était de nouveau enceinte. Mon père, d'habitude si réservé, a éclaté dans le plus large sourire que j'ai jamais vu sur son visage. Il a serré ma mère dans ses bras, ce que je voyais rarement, et a déclaré, cette fois, ce sera un autre fils. Je le sens. La certitude dans sa voix était absolue. Il n'y avait pas de place pour aucune autre possibilité. Je me souviens avoir regardé le visage de ma mère, cherchant un indice de défense pour moi, une suggestion qu'une fille pourrait être tout aussi bienvenue. Il n'y en avait pas. Elle a souri et hoché la tête, une main posée protectrice sur son ventre encore plat. Dans les mois qui ont suivi, notre maison s'est transformée en un sanctuaire pour le bébé garçon à naître. Mon père a libéré le petit bureau à côté de leur chambre et a commencé à le transformer en nurserie. Tout était bleu. Peinture bleue sur les murs, rideaux bleus, draps de lit bleu. Il a acheté de minuscules maillots de sport, des gants de baseball miniatures et des petites voitures que le bébé ne pourrait pas utiliser avant des années. Mon fils sera un athlète naturel, annoncerait-il pendant le dîner. Je peux déjà dire qu'il sera fort. Je l'ai senti donner un coup de pied hier et c'était puissant. Le coup de pied d'un futur joueur de football. Les réunions de famille sont devenues insupportables. Les proches tapotaient le ventre de ma mère et disaient des choses comme « La famille Cheng a besoin de plus de garçons forts » ou « Henri doit être si heureux d'avoir un autre fils en route ». Personne n'a jamais envisagé la possibilité que le bébé soit une fille, ni comment ces commentaires affectaient mon statut de petite fille qui se tenait tranquillement dans le coin, devenant plus invisible de jour en jour. J'ai essayé de me joindre à l'excitation. Je pensais que peut-être si je montrais de l'enthousiasme pour mon nouveau frère ou ma nouvelle sœur, mon père m'inclurait dans ce bonheur. Je peux aider à m'occuper du bébé, ai-je proposé un soir pendant que ma mère pliait des barboteuses bleues minuscules. Les filles sont naturellement douées pour s'occuper des bébés, a fait remarquer mon père. Pas méchamment, mais d'une manière qui rendait clair que c'était la seule contribution qu'il attendait de moi. Pas de réussite, pas de perpétuation de l'héritage familial, juste un soutien aux membres vraiment précieux de la famille. Quand mon frère Daniel est né, la joie de mon père était explosive. Il a distribué des cigares coûteux à l'hôpital, a pris des centaines de photos et a appelé tous ceux que nous connaissions pour annoncer l'arrivée de son deuxième fils parfait. Il n'a jamais spécifié lequel de ses fils était son premier fils parfait, mais je savais que ce n'était pas un titre que je serais jamais considéré pour. J'ai essayé de me rendre utile en aidant ma mère avec le bébé. J'allais chercher des couches, aider à préparer les biberons, et même apprendre à plier le linge propre. À 8 ans, je faisais tout ce que je pouvais pour prouver ma valeur à un père qui ne pouvait plus me voir passer le bébé parfait qui occupait maintenant le centre de son univers. Alors que Daniel devenait le centre de toute l'attention, j'étais de plus en plus négligé. Il y avait des moments où je rentrais de l'école et personne ne demandait comment s'était passée ma journée. Les dîners étaient consacrés à discuter de la dernière réussite de Daniel, qu'il se soit retourné, et souri ou ait fait un nouveau son. Mon bulletin avec uniquement des a été jeté un coup d'œil et posé sur le comptoir, oublié au milieu de la célébration de Daniel apprenant à saisir des objets. Vers cette époque, j'ai également commencé à entendre des conversations inquiétantes sur l'argent. Mon père parlait à voix basse avec ma mère de resserrer la ceinture et de réduire les dépenses inutiles. Je ne comprenais pas grand-chose aux finances à cet âge, mais je pouvais sentir la tension croissante dans ces discussions. Une nuit, environ 6 mois après la naissance de Daniel, je me suis levé pour prendre un verre d'eau et j'ai entendu mes parents parler dans le salon. Je me suis arrêté dans le couloir,
caché par l'obscurité, et j'ai écouté des mots qui allaient changer ma vie à jamais. Nous ne pouvons pas nous permettre d'élever correctement 3 enfants. Eric va bientôt commencer l'université. Jason a ses activités sportives et Daniel a besoin du meilleur de tout. Il faut que quelque chose cède, disait mon père. Que suggères-tu, demanda ma mère, la voix petite et incertaine. Anna est jeune. Elle pourrait s'adapter à une nouvelle famille, à une nouvelle vie. Il existe des agences qui placent les enfants dans des familles qui peuvent leur offrir de meilleures opportunités que nous ne le pouvons en ce moment. Le verre a failli me glisser des mains. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon père parlait de m'envoyer loin comme si j'étais un vieux meuble qui ne cadrait plus avec la décoration intérieure. C'est notre fille, protesta ma mère. Mais sa voix manquait de conviction. C'est une fille, répondit mon père, comme si cela expliquait tout. N'importe quelle famille serait heureuse d'élever une fille bien élevée. Et regarde Daniel. Il est parfait. C'est notre avenir. Nous devons concentrer nos ressources là où elles compteront le plus pour notre héritage familial. J'ai rampé jusqu'à ma chambre, ma soif oubliée, mon esprit de 8 ans peinant à assimiler la trahison que je venais de subir. Ils allaient se débarrasser de moi. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas me faire vivre, comme mon père l'affirmait, mais parce que je ne valais pas la peine d'être gardé. Daniel valait tous les sacrifices, chaque dollar, chaque once d'amour et d'attention. J'étais dispensable. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai désespérément essayé de me rendre indispensable. J'ai pris plus de corvées sans qu'on me le demande. J'ai arrêté de demander de nouveaux vêtements ou des livres pour l'école. J'ai mangé moins au dîner. Je me suis rendue aussi petite et aussi peu exigeante que possible, espérant qu'il réaliserait combien il coûte peu de me garder. J'ai même essayé de montrer une attention particulière à Daniel, pensant peut-être que si je prouvais mon utilité en tant que soignante, il verrait l'intérêt de me garder. Mais la décision avait déjà été prise. J'étais une fille dans une famille qui ne valorisait que les garçons et aucune quantité d'auto-effacement ne pouvait changer ce fait fondamental. Par un matin d'automne vif, juste après mon 8e anniversaire, mes parents m'ont appelé dans le salon pour une discussion familiale importante. Eric était parti à l'université et Jason était chez un ami. Le bébé Daniel faisait la sieste dans sa chambre. Nous n'étions que nous 3 assis dans un silence inconfortable avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge et ne commence à parler. « Anna, dit-il, la voix formelle, comme s'il s'adressait à un associé commercial plutôt qu'à son enfant. Ta mère et moi avons pris une décision difficile, mais nous pensons que c'est pour le mieux. Pour toutes les personnes concernées, surtout pour toi. Je savais déjà ce qui allait arriver, mais entendre les mots à voix haute me tordait l'estomac. Nous avons des difficultés financières, continua-t-il. Et avec Eric à l'université et Daniel ayant besoin de soins spéciaux, nous ne pouvons tout simplement pas t'offrir la vie que tu mérites. C'était un mensonge. Nous n'étions pas riches, mais mon père avait été promu récemment. Les tensions financières qu'il mentionnait étaient largement auto-créées par la coûteuse Nursery Design, les vêtements de bébé et le fonds universitaire qu'il avait créé pour Daniel avant même sa naissance. Nous avons trouvé une merveilleuse agence qui place les enfants dans des familles qui peuvent leur offrir de meilleures opportunités, ajouta ma mère, les yeux fixés sur ses mains jointes dans son giron. Elles te trouveront une nouvelle maison avec des gens qui pourront se concentrer sur te donner tout ce dont tu as besoin. Mais je n'ai pas besoin de grand-chose, protestai-je, la voix petite et tremblante. Je peux partager une chambre avec Daniel quand il sera plus grand. Je peux porter les vieux vêtements de Jason. Je peux aider plus à la maison. Il ne s'agit pas de ce dont tu as besoin, dit fermement mon père. Il s'agit de ce qui est le mieux pour toi. Une autre famille pourra te consacrer plus d'attention, plus d'opportunités. La vérité inexprimée flottait dans l'air entre nous, visible dans le regard inébranlable de mon père. Il ne s'agissait pas d'opportunités ou de finances. Il s'agissait du fait que j'étais né fille dans une famille où seuls les garçons étaient vraiment valorisés. J'accaparais des ressources que mon père pensait devoir être dirigées vers ses fils, son véritable héritage. S'il vous plaît, ai-je supplié, les larmes coulant sur mon visage. Je serai meilleure. Je serai parfaite. Laissez-moi juste rester. C'est ma maison. Vous êtes ma famille. Ma mère commença à pleurer, puis des larmes silencieuses qu'elle essuya rapidement. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle changerait d'avis, qu'elle se lèverait contre mon père et insisterait pour me garder. Mais elle resta silencieuse, se soumettant à sa décision comme elle l'avait toujours fait. Les dispositions ont déjà été prises, dit mon père avec finalité.
Tu partiras demain matin. J'ai besoin que tu fasses ta valise ce soir. Une seule valise. Une valise pour 8 ans de vie. Une valise pour contenir tous les souvenirs, possessions et fragments d'identité que j'avais accumulés. J'ai hoché la tête d'un air engourdi, incapable de former des mots à travers mon choc et mon chagrin. Cette nuit-là, j'ai erré dans ma chambre comme un fantôme, choisissant ce qu'il fallait emporter et ce qu'il fallait laisser derrière. Quelques livres, mon ours en peluche préféré que ma grand-mère m'avait donné avant de mourir. Que choisit un enfant de 8 ans lorsque son monde entier lui est arraché? J'ai emballé une photo de nous tous ensemble du Noël précédent, avant la naissance de Daniel, quand je croyais encore faire partie intégrante de cette famille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté couché dans mon lit, mémorisant les motifs d'ombre sur mon plafond, la sensation de mes propres draps, les sons de la maison qui avait été ma seule demeure. J'ai pleuré, mais silencieusement, ayant appris tôt que mon père avait peu de patience pour les démonstrations émotionnelles. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, au-delà d'être née fille. J'ai fait des promesses à un univers indifférent, que je serais meilleure, plus forte, plus intelligente, moins exigeante, moins visible, moins féminine, si seulement je pouvais rester. Le matin est arrivé avec une cruelle rapidité. Ma mère a fait des crêpes, mon petit déjeuner préféré, comme si cette petite gentillesse pouvait compenser ce qu'ils allaient faire. Je ne pouvais pas manger. Mon père vérifiait sa montre à plusieurs reprises, anxieux d'achever cette tâche désagréable. Le trajet jusqu'à l'agence fut silencieux et tendu. Je me suis assise sur la banquette arrière, ma petite valise à mes côtés, regardant passer les rues et les points de repère familiers, me demandant si je les reverrais un jour. Ma mère me regardait occasionnellement par-dessus son épaule, les yeux rougis, mais elle ne disait rien. Le bâtiment de l'agence était simple et institutionnel, avec des couleurs ternes et l'odeur antiseptique d'un endroit qui essayait trop fort de sembler accueillant. À l'intérieur, une femme au visage aimable et aux yeux tristes nous a salués et nous a conduits dans un petit bureau. Mon père a immédiatement commencé à remplir des formulaires, son stylo se déplaçant efficacement sur les documents qui allaient légalement me séparer de la seule famille que j'ai jamais connue. Je suis resté figé, incapable de comprendre que cela se produisait vraiment. Ce n'était pas un cauchemar dont je me réveillerais. C'était ma nouvelle réalité. Quand le moment est venu de dire au revoir, mon père a serré la main du travailleur social et l'a remercié de son aide. Il s'est tourné vers moi et m'a maladroitement tapé sur l'épaule. « Sois sage », a-t-il dit, comme si j'allais en camp d'été plutôt qu'être retiré définitivement de sa vie. « Écoute les adultes et fais ce qu'on te dit. » Ma mère s'est agenouillée et m'a serré rapidement dans ses bras. « Je t'aime », a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Je suis désolé. » Puis elle s'est aussi détournée, suivant mon père dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai regardé tandis qu'il marchait vers la voiture, qu'il montait et repartait sans un regard en arrière. La travailleuse sociale m'a posé une main douce sur l'épaule, mais je l'ai repoussée. Je ne voulais pas de réconfort de la part d'étrangers. Je voulais que ma famille, malgré ses défauts, me désire suffisamment pour me garder. Cette nuit-là, dans une chambre stérile du foyer d'accueil où je resterai jusqu'à ce qu'un placement soit trouvé, je me suis enfin permise de complètement craquer. J'ai sangloté dans un oreiller qui sentait le détergent industriel, tout mon corps tremblant de la force de mon chagrin et de ma trahison. 8 ans, abandonné par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Tout cela parce que j'étais née fille au lieu du fils que mon père avait souhaité. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est endurci. J'ai fait le vœu silencieux de ne jamais laisser ma valeur être déterminée par les attentes de quelqu'un d'autre. Je ne supplierai plus jamais personne de m'aimer, et je n'oublierai jamais ce que mes parents avaient fait. L'année suivante de ma vie a passé dans un flou de visages inconnus et de foyers temporaires. J'ai été ballotté entre 3 placements en familles d'accueil différents, chacun promettant d'être permanent, mais décidant finalement que je n'étais pas une bonne adéquation pour leur famille. Le premier était une maison surpeuplée avec 6 autres enfants en famille d'accueil où j'étais juste une responsabilité de plus pour les parents d'accueil débordés. Le second était avec un couple sans enfants qui ont décidé après 2 mois qu'ils voulaient un enfant plus jeune, de préférence un tout petit ou un nourrisson. Le troisième était avec une famille qui semblait parfaite au début jusqu'à ce que je réalise qu'ils ne s'intéressaient qu'aux allocations mensuelles de l'État. Tout au long de ces transitions, je me suis replié davantage sur moi-même. J'ai arrêté d'essayer de me faire des amis dans chaque nouvelle école, sachant que je serais probablement déplacé à nouveau avant de pouvoir établir des liens significatifs. Je suis devenue silencieuse, observatrice et farouchement indépendante. La seule chose constante dans ma vie était mon dévouement à mon travail scolaire.
Les livres et l'apprentissage sont devenus mon refuge, le seul domaine où je pouvais exceller sans dépendre de personne d'autre. Ma travailleuse sociale, Miss Garcia, a remarqué mon retrait et mon cynisme croissant. Elle était préoccupée par les murs émotionnels que je construisais, bien que je pensais qu'ils étaient la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer complètement. Anna, me disait-elle lors de nos bilans mensuels, il est normal de laisser les gens entrer. Tout le monde ne te quittera pas. Je ne la croyais pas. Dans mon esprit de jeune fille de 9 ans, j'avais des preuves irréfutables que les personnes censées t'aimer pouvaient te jeter sans y penser. La confiance semblait être un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Mon 4e placement fut avec les Robertson, un couple religieux strict qui considérait la famille d'accueil comme leur devoir chrétien plutôt qu'un acte d'amour. Ils fournissaient le nécessaire, l'abri et la nourriture. Mais le soutien émotionnel ne faisait pas partie de leur philosophie de garde. Madame Robertson surveillait chacun de mes mouvements, à la recherche d'infractions à leurs nombreuses règles de maison. Monsieur Robertson était distant, interagissant avec moi uniquement pendant les repas familiaux obligatoires où je devais m'asseoir en silence et ne parler que lorsqu'on me le demandait. Le point de rupture est arrivé quand le vase coûteux de Madame Robertson s'est cassé alors que j'étais à l'école. Malgré mon absence lors de l'incident, elle m'a immédiatement blâmé. J'ai été puni sans dîner et confiné dans ma chambre pour le week-end. Miss Garcia a fait une visite inattendue ce samedi-là et m'a trouvé affamé et en larmes. En une semaine, j'ai été retiré de la maison des Robertson et temporairement placé de nouveau dans l'établissement collectif pendant que Miss Garcia cherchait un placement plus approprié. J'ai quelqu'un en tête, m'a-t-elle dit alors que nous étions assises dans la salle de visite stérile du foyer d'accueil. Il est différent de vos placements précédents. C'est un parent d'accueil unique, ce qui est moins courant, mais il a une excellente réputation dans notre système. J'ai haussé les épaules, dépassant le stade de l'espoir de quelque chose de mieux. Peu importe, ai-je marmonné, en picorant un fil lâche sur mon jean. Il s'appelle James Wilson, a continué Miss Garcia, ignorant mon manque apparent d'intérêt. Il a 60 ans, veuf, sans enfant biologique. Il a accueilli plusieurs enfants au fil des ans, tous parlent hautement de lui. C'est un propriétaire d'entreprise à la retraite, financièrement stable, et sincèrement intéressé à offrir un foyer à un enfant qui en a besoin. J'avais entendu des descriptions similaires auparavant, et elles avaient toutes mené à la déception. Je n'allais pas me faire d'illusions pour ce James Wilson, peu importe à quel point Miss Garcia le rendait merveilleux. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé assise dans la voiture de Miss Garcia, me dirigeant vers la périphérie de Portland pour rencontrer mon potentiel nouveau parent d'accueil. Alors que nous nous engagions dans une longue allée menant à une magnifique maison de style artisan, entourée d'érables, j'ai senti le nœud familier de l'anxiété se resserrer dans mon estomac. James Wilson n'était pas ce que j'attendais. Il était grand et svelte avec une chevelure argentée et des yeux bleus gentils qui se plissaient au coin lorsqu'il souriait. Il nous a accueillis à la porte vêtu d'un jean et d'une chemise en flanelle, ressemblant plus à un grand-père de conte de fées qu'aux figures d'autorité sévère que j'attendais des parents d'accueil. « Tu dois être Anna », a-t-il dit, s'agenouillant à mon niveau, malgré ce qui devait être des genoux qui protestaient. « J'avais hâte de te rencontrer. Miss Garcia me dit que tu lis beaucoup. » J'ai hoché la tête prudemment, surprise que ce détail me concernant ait été partagé et mémorisé. « Eh bien, il se trouve que j'ai une sacrée bibliothèque qui pourrait bénéficier d'un bon lecteur pour l'apprécier, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Veux-tu la voir ? Cette première visite fut une révélation. Au lieu de m'interroger sur mon comportement ou de me lister les règles de la maison, James m'a fait visiter sa maison, me montrant de petits détails comme les mangeoires à oiseaux qu'il avait construites lui-même, le potager dans le jardin et, oui, l'impressionnante bibliothèque avec des étagères du sol au plafond remplis de tout, des classiques à la fiction contemporaine, en passant par les livres scientifiques et les collections d'art. Lorsque nous sommes arrivés à ce qui serait ma chambre si je venais vivre avec lui, j'ai été stupéfaite. Elle était grande et lumineuse avec un coin-fenêtre donnant sur le jardin, un bureau pour les devoirs et des étagères vides attendant d'être remplies. Je n'ai pas beaucoup décoré, a expliqué James. Je pensais que si tu décidais de rester, tu aimerais peut-être choisir toi-même les couleurs et le mobilier. Ce serait ton espace après tout. Le concept m'était étranger après un an de vie dans des espaces où je n'étais qu'une occupante temporaire, jamais autorisée à laisser une marque personnelle. Malgré la première impression prometteuse, je suis resté sur mes gardes. Lorsque James est officiellement devenu mon parent d'accueil 2 semaines plus tard, j'ai emménagé avec ma seule valise et la conviction profondément ancrée que cela aussi serait temporaire. J'étais polie mais distante, prudente de ne pas m'attacher à James ou à la magnifique maison qu'il m'avait ouverte.
James n'a jamais poussé à une connexion émotionnelle. Au lieu de cela, il m'a simplement inclus dans sa vie. Il me demandait comment s'était passée ma journée pendant le dîner, écoutait attentivement mes réponses et partageait des histoires de sa journée. Il remarquait les livres que je choisissais dans sa bibliothèque et laissait discrètement des titres similaires sur mon bureau. Il m'invitait à l'aider au jardin, mais sans jamais en faire une obligation. 6 semaines après mon arrivée, j'ai fait mon premier cauchemar depuis mon emménagement. Je me suis réveillé en criant, trempé de sueur. Le rêve familier d'être abandonné se déroulait dans des détails saisissants. Je m'attendais à de l'irritation ou à du rejet, comme je l'avais vécu avec les parents d'accueil précédents lorsque mon traumatisme se manifestait d'une manière qui les dérangeait. Au lieu de cela, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. « Anna, puis-je entrer ?» a demandé James doucement. J'ai rapidement essuyé mes larmes et j'ai appelé un Will tremblant. James est entré avec une tasse de chocolat chaud et s'est assis au bord de mon lit. « Rêve difficile ?» a-t-il demandé, me tendant la boisson chaude. J'ai hoché la tête, trop embarrassé pour élaborer. J'en faisais aussi après la mort de ma femme. Il a partagé, me surprenant avec cette révélation personnelle. Parfois, nos esprits traitent des choses difficiles pendant que nous dormons. Il n'a pas demandé de détails ni offert de platitudes vides. Il s'est simplement assis avec moi jusqu'à ce que j'ai fini mon chocolat chaud et que je me sente suffisamment calme pour me recoucher. « Cela t'aiderait-il si je restais près d'ici pendant un moment ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, m'attendant à ce qu'il installe une chaise. Au lieu de cela, il a dit qu'il serait juste devant ma porte si j'avais besoin de quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai découvert qu'il avait passé toute la nuit assis dans le couloir juste pour que je me sente en sécurité. Ce fut la première fissure dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Pendant les 6 mois suivants, James a poursuivi ses soins patients et constants. Il n'a jamais manqué un événement scolaire, affichant fièrement mes réussites sur le réfrigérateur. Il m'a emmené chez le médecin quand j'étais malade et m'a aidé avec mes devoirs quand je le demandais. Il m'a initié à l'architecture, sa passion personnelle, m'emmenant voir des bâtiments remarquables dans Portland et partageant des histoires sur leur conception et leur histoire. Lentement, presque imperceptiblement, j'ai commencé à faire confiance. J'ai commencé à laisser mes propres livres sur son bureau, un échange silencieux de recommandations littéraires. J'ai commencé à parler de ma journée sans qu'on me le demande. J'ai arrêté de sursauter quand il bougeait trop vite près de moi. Et finalement, j'ai arrêté de m'attendre à ce qu'il me renvoie au premier signe de problème. Après un an passé dans sa maison, j'ai réalisé quelque chose de profond avait changé. J'avais commencé à me sentir en sécurité. Et pour un enfant qui avait été jeté par ses propres parents, la sécurité était la première étape vers la guérison. Pour mon 10e anniversaire, James m'a emmené déjeuner dans mon restaurant préféré, puis au palais de justice. J'étais confuse jusqu'à ce qu'il m'explique que nous avions rendez-vous avec un juge. « Je voudrais t'adopter, Anna » a-t-il dit, les yeux plissés de son doux sourire. « Si c'est quelque chose que tu voudrais. » Je l'ai regardé incrédule. « Tu veux m'adopter définitivement ?»« Plus que tout, » a-t-il répondu. « Tu es la fille que je n'ai jamais eue, Anna. Je veux que ce soit officiel, te donner mon nom si tu le souhaites, et te promettre que tu n'auras plus jamais à te demander quelle est ta place dans le monde. » Des larmes ont rempli mes yeux. Des larmes que je m'étais promis de ne plus jamais verser pour ma famille. Mais celle-ci était différente. Née de l'espoir plutôt que du désespoir. « Oui » ai-je murmuré. « Oui, s'il vous plaît. » La procédure d'adoption a été finalisée 3 mois plus tard. Je suis devenue Anna Wilson, fille de James Wilson. Plus une pupille de l'État ni un placement temporaire. J'avais un père qui m'avait choisi, qui me voulait exactement comme j'étais. La première chose que James a faite après l'adoption a été de m'emmener faire du shopping pour de la peinture et des meubles pour ma chambre. « C'est ta maison pour toujours maintenant » a-t-il dit pendant que nous regardions des échantillons de couleurs. « Ta chambre devrait refléter qui tu es. » J'ai choisi un bleu doux pour les murs avec des touches de blanc et de jaune. James a passé un week-end entier à m'aider à peindre, sans jamais se plaindre de ma technique inexpérimentée ou du désordre que nous avons fait. Quand nous avons eu fini, il m'a surprise avec une bibliothèque personnalisée qu'il avait construite lui-même, conçue pour s'adapter parfaitement sous mon coin-fenêtre. Avec ma chambre transformée, j'ai commencé à me transformer également. La sécurité et la stabilité que James m'a fournie m'ont permis de me concentrer sur la guérison plutôt que sur la simple survie. Remarquant mes difficultés persistantes avec la confiance et les problèmes d'abandon,
James m'a arrangé pour que je voie Dr. Laura Stevens, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes liés à l'adoption. Dr. Laura est devenue une autre encre dans ma nouvelle vie. Dans son bureau douillet rempli de matériel d'art et de sièges confortables, j'ai lentement commencé à démêler la douleur de mon abandon. Ce que tes parents ont fait était lié à leurs limites, pas aux tiennes, me rappelait-elle gentiment. Leur incapacité à te valoriser ne détermine pas ta valeur. Au fil du temps, avec le soutien indéfectible de James et les conseils de Dr. Laura, j'ai commencé à croire cette vérité fondamentale. J'étais précieuse. J'étais digne d'amour. J'avais été rejetée non pas à cause d'un défaut inhérent en moi, mais à cause de la perspective défectueuse des personnes qui auraient dû me protéger. James a encouragé mes intérêts académiques sans pression. Il a remarqué ma fascination pour la construction de structures et le design, probablement influencé par nos excursions architecturales. Pour mon 11e anniversaire, il m'a offert un jeu de blocs de construction plus sophistiqué que des jouets, conçu pour enseigner des concepts d'ingénierie de base. J'ai passé des heures à créer des structures de plus en plus complexes tandis que James regardait avec fierté et suggestions occasionnelles. L'école est devenue un lieu de réussite plutôt qu'une simple évasion. Avec la stabilité émotionnelle à la maison, j'ai pu canaliser mon intelligence et ma détermination vers l'excellence plutôt que vers la simple survie. Mes professeurs ont noté le changement, commentant ma participation et ma confiance accrue. J'ai commencé à lever la main en classe, à rejoindre des groupes d'études, à exister au-delà de l'invisibilité protectrice que j'avais cultivée. En 7e année, j'ai rencontré Zoé Martinez, une fille vibrante et extravertie qui a décidé, pour des raisons que je ne pouvais pas comprendre au début, que nous devrions être amis. Elle m'a abordé à la bibliothèque, s'est assise sans invitation à ma table et a déclaré « Tu lis toujours les livres les plus intéressants. Nous devrions en parler. » Ainsi a commencé ma première vraie amitié. Zoé était tout ce que je n'étais pas, socialement confiante, facilement populaire et issue d'une famille nombreuse et aimante. Pourtant, elle a vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être connu. Avec les encouragements de James, j'ai prudemment permis à cette amitié de se développer. Quand Zoé m'a invité pour une soirée pyjama, James m'a conduite chez elle, m'a aidé à préparer un sac de nuit, et m'a assuré qu'il était à portée de téléphone si j'avais besoin de lui. Cette nuit-là, chez Zoé, entouré de sa famille bruyante et affectueuse, j'ai vécu pour la première fois ce à quoi pouvait ressembler un dîner familial normal, avec des frères et sœurs taquins, des blagues entre nous, et des parents qui adoraient clairement tous leurs enfants de manière égale. J'ai appelé James le lendemain, non pas parce que je voulais rentrer à la maison, mais parce que je devais lui dire à quel point j'appréciais la maison qu'il avait créée pour moi, même si nous n'étions que deux. Alors que le collège cédait la place au lycée, mon intérêt pour l'architecture s'est solidifié en une passion. James a nourri cet intérêt avec des livres, des visites de musées et des voyages spéciaux dans des bâtiments remarquables à travers le pays. Pour mon 16e anniversaire, il m'a offert un ensemble professionnel d'outils de dessin architectural et une table de dessin pour ma chambre. Tu as une perspective unique, Anna, m'a-t-il dit alors que j'examinais les magnifiques outils dans leur étui en cuir. Tu comprends que les structures ne sont pas seulement une question d'esthétique ou de fonction, mais de créer des espaces où les gens se sentent en sécurité et valorisés. Je pense que tu pourras créer des choses remarquables un jour. Sa foi en moi était une fondation plus solide que le béton, me permettant de construire des rêves qui auraient semblé impossibles après mon abandon. J'ai commencé à rechercher des programmes d'architecture dans les meilleures universités, un objectif qui aurait semblé inatteignable pour la petite fille effrayée de 8 ans avec une seule valise. James ne m'a jamais fait pression sur le choix des universités, mais il a clairement indiqué que les finances ne seraient pas un obstacle. J'économise pour tes études depuis le jour où tu es venu vivre avec moi, a-t-il révélé lorsque j'ai timidement abordé la question des coûts universitaires. Toi, concentre-toi sur ton admission dans les programmes que tu aimes. Laisse-moi m'occuper du reste. Mon année de terminale a été une succession de candidatures, de développement de portfolio et d'anticipation nerveuse. James m'a conduite aux visites de campus, m'a aidé à organiser mes dossiers de candidature et à célébrer chaque petite victoire en chemin. Lorsque la lettre d'acceptation du programme d'architecture de Cornell est arrivée, James l'a encadrée et l'a accrochée dans le salon, racontant à tous ceux qui visitaient sa brillante fille qui allait concevoir des bâtiments qui changeraient les lignes d'horizon. La nuit avant mon départ pour l'université, James et moi nous sommes assis sur la balancelle du porche, regardant les étoiles. « Je veux te remercier », a-t-il dit doucement. « Pourquoi » ai-je demandé, surprise. « C'est moi qui devrais te remercier pour tout. »« Pour m'avoir permis d'être ton père », a-t-il répondu, la voix émue.
Quand Suzanne et moi avons découvert que nous ne pouvions pas avoir d'enfants, ce fut la plus grande déception de nos vies. Après sa mort, j'ai pensé que ce rêve était mort avec elle. Mais ensuite, tu es arrivée, cette fille remarquable et résiliente qui avait besoin d'un foyer autant que j'avais besoin de quelqu'un pour partager le mien. Tu as fait de moi un père, Anna. Il n'y a pas de plus beau cadeau. Je me suis appuyé sur son épaule, n'ayant plus peur de montrer de l'affection ni de l'accepter. Nous nous sommes sauvés mutuellement, ai-je dit simplement. L'université fut difficile mais exaltante. Je me suis plongé dans mes études, déterminé à rendre James fier et à bâtir un avenir digne de son investissement en moi. Nous parlions chaque semaine au téléphone, et je rentrais pour chaque fête et chaque vacances d'été. Chaque réunion a renforcé ce que je savais maintenant avec certitude. J'avais une vraie maison, un vrai parent, un lieu d'appartenance inconditionnel. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et plusieurs offres d'emploi. James était assis dans le public lors de la remise des diplômes, les larmes coulant sans honte sur son visage lorsque j'ai reçu mon diplôme. Lors du dîner de célébration qui a suivi, il m'a présenté une petite boîte de velours. À l'intérieur se trouvait un pendentif en argent en forme de clé de maison. « Tu as déjà la clé de notre maison », a-t-il expliqué. « Ceci est pour te rappeler que tu détiens maintenant la clé pour construire ton propre avenir. Un avenir limité uniquement par ton imagination et ta détermination. » J'ai accepté un poste dans un cabinet d'architectes prestigieux à Portland, voulant être proche de James. À 24 ans, j'ai acheté ma première maison, un projet de rénovation, que James et moi avons passé des week-ends à rénover ensemble. Ma carrière s'est épanouie alors que je développais une réputation de conceptions innovantes axées sur l'humain. À 30 ans, j'avais été promu architecte principal et je dirigeais mes propres projets. Tout au long de ces années de croissance et de réussite, James est resté mon soutien indéfectible et mon confident. Il a assisté à chaque vernissage présentant mes créations, a conservé un portfolio d'articles de journaux sur mes projets et m'a fièrement présenté comme sa fille, l'architecte, à tous ceux qu'il rencontrait. Mais le temps, cette force implacable, commençait à laisser sa marque sur James. Au début, c'était de légers tremblements dans ses mains, des oublis occasionnels, une nouvelle lenteur dans ses mouvements. Lorsque j'ai exprimé mon inquiétude, il l'a balayé d'un rire. J'ai 82 ans, Anna. Vieillir n'est pas une condition médicale. C'est une réalité. J'ai accepté cette explication, unwilling de confronter la possibilité de perdre la seule personne qui ne m'avait jamais abandonné. Mais alors que mon succès professionnel continuait de croître, une ombre commençait à tomber sur la vie que nous avions bâtie ensemble. À 32 ans, je m'étais imposé comme l'une des architectes les plus innovantes du Nord-Ouest Pacifique. Mes conceptions avaient remporté plusieurs prix, et j'avais récemment été présenté dans Architectural Digest pour un projet révolutionnaire de centre communautaire qui combinait des matériaux durables avec des espaces spécifiquement conçus pour favoriser les liens humains. Le succès professionnel, cependant, ne pouvait pas me distraire de mes préoccupations croissantes concernant la santé de James. Nous dînions chez lui, une tradition hebdomadaire que nous maintenions. Malgré mon emploi du temps chargé, lorsque j'ai remarqué qu'il avait à peine touché à son repas, son appétit normalement robuste avait diminué, et la perte de poids était devenue impossible à ignorer. Ses vêtements pendaient sur son cadre, et ses mains autrefois fortes semblaient fragiles alors qu'elle tenait sa fourchette. « Papa » ai-je dit doucement, utilisant le terme affectueux auquel j'étais finalement devenu à l'aise des années plus tôt. « Je pense que nous devons parler de ta santé. Quelque chose ne va pas, et prétendre le contraire n'aide ni l'un ni l'autre. » James a posé sa fourchette et a soupiré profondément. La résignation dans ce son m'a donné un frisson. J'espérais t'épargner cela un peu plus longtemps, a-t-il admis. Mais tu as toujours été trop perspicace pour ton propre bien. Il a traversé la table et a pris ma main. J'ai un cancer du pancréas, Anna, stade 4. On me l'a diagnostiqué il y a 3 mois. Le monde a basculé sur le côté. 3 mois. Pourquoi ne m'as-tu pas dit immédiatement? Il doit y avoir des traitements, des spécialistes, des essais cliniques. Nous avons des ressources, des connexions. Nous pouvons nous battre contre ça. James a secoué lentement la tête. J'ai consulté les meilleurs oncologues du pays. Le cancer était déjà trop avancé quand ils l'ont découvert. Les traitements qu'ils proposaient ne feraient qu'étendre ma vie de quelques mois douloureux au mieux, au prix de la qualité de vie qu'il me reste. Alors tu abandonnes, ai-je demandé, les larmes coulant sur mon visage. Tu ne peux pas me laisser, pas toi. Oh ma chère fille, a-t-il dit, les yeux remplis d'amour et de chagrin.
Je n'abandonne pas et je ne te quitte certainement pas de mon plein gré. Mais j'ai eu une vie merveilleuse, surtout ces 22 dernières années avec toi. Maintenant, je dois te demander quelque chose qui sera peut-être difficile. N'importe quoi, ai-je promis sans hésitation. J'ai besoin que tu m'aides à mourir avec la même dignité que j'ai essayé de vivre, a-t-il dit simplement. Et ensuite, j'ai besoin que tu vives ta vie pleinement, sachant que tu m'as donné plus de joie que je n'aurais jamais cru possible. Les 6 mois suivants furent une masterclass en grâce. James a réglé ses affaires avec un soin méticuleux, rencontrant son avocat, organisant ses possessions et écrivant des lettres aux personnes qui comptaient pour lui. J'ai pris un congé de mon travail pour être sa principale aidante. Déterminé à ce que ses derniers jours soient remplis d'autant de confort et d'amour qu'il m'en avait donné. Nous passions nos journées à parcourir de vieux albums photos, à regarder des films classiques et à avoir des conversations profondes sur la vie, l'amour et ce qui pourrait venir après. James n'avait pas peur de la mort, la considérant simplement comme la prochaine grande aventure. La seule chose qui me rend triste, a-t-il confié un soir alors que nous regardions le coucher du soleil depuis son porche, c'est de savoir que je manquerai de voir les bâtiments remarquables que tu vas encore concevoir, la vie que tu vas encore vivre. Mais je regarderai d'en haut, Anna. Ça, j'en suis certain. Un mardi matin calme de printemps, le soleil filtrant par la fenêtre de sa chambre et les oiseaux chantant dans le jardin qu'il chérissait tant, James Wilson a exhalé son dernier souffle. Je tenais sa main, comme je le faisais depuis des heures, lui racontant des histoires de notre vie commune, l'assurant que j'allais bien, qu'il pouvait se reposer maintenant. Sa disparition fut paisible, un doux glissement plutôt qu'une lutte. Le chagrin qui a suivi était dévorant mais étrangement beau dans son intensité. J'avais aimé cet homme tellement complètement, j'avais été aimé par lui si inconditionnellement que la douleur de sa perte était proportionnelle au don de sa présence dans ma vie. Je me suis retrouvée reconnaissante même dans ma dévastation. Reconnaissante d'avoir été choisie par un tel homme, reconnaissante pour chaque instant que nous avions partagé. Les funérailles ont été suivies par des dizaines de personnes dont la vie avait été touchée par James, d'anciens enfants placés, des associés d'affaires devenus amis, des voisins qui avaient bénéficié de sa gentillesse. Je me suis tenu droite en prononçant son éloge funèbre, déterminé à l'honorer avec force plutôt qu'à m'effondrer dans la tristesse qui menaçait de me submerger. James Wilson m'a appris que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation, ai-je dit aux personnes réunies. C'est une question de choix, d'amour et de présence quotidienne les uns pour les autres. Il m'a choisi quand mon propre sang m'a rejeté. Et ce faisant, il a sauvé ma vie et l'a façonné en quelque chose de beau. Zoé se tenait à mes côtés pendant toute la cérémonie, sa main sur mon dos, un pilier silencieux de soutien. Elle est mon amie depuis 20 ans maintenant, ma sœur de cœur, sinon de sang, et sa présence m'a aidé à m'ancrer quand j'avais l'impression que mon monde tournait follement. 3 semaines après les funérailles, l'avocat de James, Richard Thornton, a appelé pour demander une rencontre. Il y a des questions relatives à la succession à discuter, a-t-il expliqué. James a laissé des instructions très précises. Je n'avais jamais beaucoup réfléchi à la situation financière de James. Je savais qu'il était à l'aise, ayant possédé une entreprise de fabrication prospère avant sa retraite, mais il avait vécu modestement, privilégiant les expériences aux possessions. Quand je suis arrivé au bureau de Richard, je n'étais pas préparé à ce qui m'attendait. James Wilson valait considérablement plus que la plupart des gens ne le réalisaient, a expliqué Richard, en posant des documents sur son bureau poli. Ses investissements commerciaux, ses propriétés immobilières et son portefeuille d'actions ont une valeur combinée d'environ 27 millions de dollars. Je l'ai regardé, choqué. 27 millions ? Ce n'est pas possible. Richard a souri doucement. James était un homme d'affaires et un investisseur exceptionnellement avisé. Il a simplement choisi de ne pas afficher sa richesse de manière évidente. Il m'a glissé un document et, selon son testament, il m'a tout laissé, Anna. Tu es sa seule héritière. L'héritage a fait les gros titres dans les publications commerciales locales. Architecte de Portland hérite d'une fortune et la fortune de Wilson Manufacturing passe à la fille adoptive l'étaient 2 des titres qui sont apparus. J'ai évité la publicité autant que possible, encore profondément endeuillé et mal à l'aise avec l'attention soudaine portée à ma vie personnelle. Un mois après la lecture du testament, alors que j'essayais encore de m'adapter à la réalité de mon héritage et à la responsabilité qu'il impliquait, j'ai reçu le premier appel téléphonique étrange. Un numéro inconnu, une voix masculine demandant mon nom, puis raccrochant lorsque je confirmais mon identité. J'ai rejeté cela comme un mauvais numéro ou peut-être un journaliste essayant d'obtenir une histoire. Les appels ont continué,
parfois quotidiennement, parfois avec une semaine entre eux. Toujours le même schéma, mon nom, le silence, la déconnexion. J'en ai parlé à Richard lors d'une réunion concernant la succession. Ce n'est peut-être rien, a-t-il dit, mais étant donné votre récent héritage, nous devrions être prudents. Je vous conseillerais de changer de numéro et de faire attention à qui a accès à vos nouvelles coordonnées. J'ai suivi son conseil, mais le sentiment d'inquiétude persistait. Quelqu'un me cherchait, et le moment suggérait que cela était lié à l'argent. J'ai installé un système de sécurité chez moi et je suis devenue plus vigilante quant à mon environnement. 3 mois après la mort de James, je travaillais à la maison lorsque ma sonnette a retenti. Via la caméra de sécurité, j'ai vu un homme dans la soixantaine, bien habillé, mais avec un visage buriné qui parlait d'une vie difficile. C'était un inconnu pour moi, pourtant quelque chose dans ses traits a déclenché un lointain souvenir. « Puis-je vous aider ?» ai-je demandé par l'interphone, ne voulant pas ouvrir la porte à un visiteur inconnu. « Anna. »« Anna Chang » a demandé l'homme, utilisant un nom que je n'avais pas porté depuis 24 ans. « C'est ton père, Henry Chang. » Le monde semblait s'arrêter de tourner. Henry Chang, l'homme qui m'avait jeté comme un meuble indésirable à l'âge de 8 ans. L'homme qui m'avait jugé indigne d'être gardé parce que j'étais née fille. Cet homme se tenait maintenant sur le seuil de ma porte, se faisant appeler mon père. Ma première réaction a été de l'ignorer, de prétendre que je n'étais pas là. Mes 24 ans de guérison sous la guidance aimante de James m'avaient donné une force que je ne pouvais pas imaginer autrefois. J'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'embrasure, bloquant l'entrée. « Mon nom est Anna Wilson », ai-je dit froidement. « Que voulez-vous » Il a semblé surpris par mon hostilité, comme s'il s'attendait à un accueil plus chaleureux. « Anna, je te cherche depuis des années », a-t-il affirmé, son expression mêlant supplication et ce qui semblait être une sincérité calculée. « Quand j'ai vu les nouvelles de ton héritage, j'ai su que c'était enfin ma chance de te trouver. » Comme c'est pratique, ai-je répondu, ma voix ferme, malgré la tempête d'émotions à l'intérieur de moi. 24 ans de silence et tu apparais quelques semaines après que mon héritage ait fait les gros titres. « Ce n'est pas comme ça, a-t-il protesté. Ta mère, elle est décédée il y a 10 ans. Son dernier souhait était que je te trouve, que je fasse amende honorable. » Ses yeux se sont remplis de larmes qui auraient pu m'émouvoir si je n'étais pas devenue experte dans la reconnaissance de la manipulation grâce à mes années de thérapie. « Je t'ai toujours aimé, Anna. T'abandonner fut la plus grosse erreur de ma vie. J'ai étudié l'homme devant moi, essayant de le réconcilier avec la figure imposante de mes souvenirs d'enfance. Il semblait plus petit maintenant, diminué. Ses vêtements étaient chers, mais montraient des signes d'usure. Sa montre était une réplique d'une marque de luxe, pas l'original. Ces détails, insignifiants pour la plupart, en disaient long pour moi. J'ai besoin de temps pour digérer ça, ai-je dit finalement. Ce n'est pas une conversation que je suis prête à avoir aujourd'hui. Il a hoché la tête avec enthousiasme. Bien sûr, bien sûr. Voici mon numéro. Je loge au Marriott du centre-ville. S'il te plaît, appelle-moi quand tu seras prête à parler. Il y a tellement de choses à dire, tant d'années à rattraper. J'ai pris sa carte sans la regarder. Au revoir, monsieur Chang. S'il te plaît, a-t-il dit alors que je commençais à fermer la porte. Appelle-moi papa. La porte s'est fermée avant qu'il ne puisse voir ma réaction à ces mots. Papa, un titre qu'il avait perdu il y a 24 ans, un titre qui n'appartenait qu'à James Wilson dans mon cœur et dans mon esprit. Cette nuit-là, j'ai appelé Zoé et je lui ai raconté la visite inattendue. « Penses-tu qu'il dit la vérité sur le fait de t'avoir cherché ?» a-t-elle demandé après avoir écouté mon récit. « Je ne sais pas, ai-je admis. Mais j'ai l'intention de le découvrir. » Le lendemain, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur la situation actuelle de Henry Chang et ses activités au cours des 24 dernières années. Les résultats livrés une semaine plus tard ont confirmé mes soupçons. Henry Chang était en ruine financière. Sa carrière bancaire s'était terminée il y a 15 ans sur des allégations de violations éthiques. Il avait enchaîné plusieurs emplois depuis, ne restant jamais plus d'1 an ou 2. Il avait un problème de jeu qui avait entraîné des dettes importantes. Sa maison avait été saisie, et il vivait actuellement dans un appartement en location mensuelle, pas au Marriott, comme il l'avait prétendu. Plus révélateur, il n'y avait aucune preuve qu'il ait tenté de me retrouver au fil des ans, aucun détective privé engagé, aucune enquête auprès des agences d'adoption, aucun message sur les sites de retrouvailles, rien jusqu'à il y a 3 mois,
lorsque la nouvelle de mon héritage avait été publiée. L'enquêteur avait également localisé mes frères. Eric était un chirurgien prospère à Boston, marié et père de 3 enfants. Jason était professeur de sciences au lycée à Seattle, marié et père de 2 enfants. Tous deux avaient coupé les ponts avec notre père il y a des années en raison de ses demandes financières et de son comportement manipulateur. Daniel, le fils précieux qui m'avait remplacé, avait une vingtaine d'années et avait peu de contact avec Henry après une dispute pendant ses années universitaires. Armé de ces informations, j'ai accepté de rencontrer Henry dans un restaurant public. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table avec une vue dégagée sur l'entrée. Il est arrivé 15 minutes en retard, plein d'excuses et de prétextes. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-il dit avec un sourire conciliant. « Tu es devenue une femme tellement belle et prospère. J'ai toujours su que tu le ferais. »« Ah oui ?» ai-je demandé calmement. « C'est intéressant, étant donné que tu m'as abandonné parce que j'étais une fille et donc sans valeur pour toi. » Son sourire s'est évanoui. « Ce n'est pas vrai. Nous avions des difficultés financières et nous pensions que tu aurais de meilleures opportunités avec une autre famille. Des opportunités dont mes frères n'avaient pas besoin, surtout Daniel, le fils que tu venais d'accueillir avec tant de joie. » J'ai gardé ma voix calme, déterminé à ne pas lui donner la satisfaction de voir à quel point il m'avait blessé. « Ne réécrivons pas l'histoire, Monsieur Chang. Tu m'as jeté parce que j'étais une femme et donc moins précieuse pour toi que tes fils. » Les choses étaient compliquées, a-t-il bredouillé, ses yeux balayant autour de lui comme s'il cherchait une issue. J'ai fait des erreurs. Nous en avons tous fait. Mais je suis là maintenant, essayant de faire amende honorable. Est-ce le cas? Ou es-tu là parce que tu as vu que j'ai hérité d'une somme substantielle de mon vrai père et que tu pensais avoir droit à une partie? Son visage a changé alors, le masque de contrition glissant pour révéler un calcul en dessous. Nous sommes de la famille, l'honneur, le sang. Cela compte pour quelque chose. Ce James Wilson, il n'était rien pour toi, juste un homme qui t'a recueilli. Je me suis penché en avant, ma voix baissant pour qu'il soit le seul à entendre mes prochains mots. James Wilson a été plus un père pour moi pendant la première semaine où j'ai vécu avec lui que tu ne l'as été en 8 ans. Il m'a choisi. Il m'a valorisé. Il m'a aimé. Inconditionnellement. Il était riche, a craché Henry, sa vraie nature émergeant complètement maintenant. N'importe qui peut jouer au sauveur quand il a des millions. C'est pour ça que tu es là. Pour les millions? Tu me dois quelque chose, a-t-il dit, abandonnant tout prétexte. Je t'ai donné la vie. Tu n'aurais rien, ne serais rien sans moi. Tu as raison sur une chose, ai-je répondu, me levant pour partir. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si tu ne m'avais pas abandonné. Ton rejet m'a conduit à James. Et pour ce cadeau involontaire, je te remercie. Mais c'est tout ce que tu recevras jamais de moi. De la gratitude pour ton absence dans ma vie. Tu as toujours été sans valeur pour moi jusqu'à ce que tu aies quelque chose dont j'avais besoin. Il a crié après moi. Alors que je m'éloignais, sa voix assez forte pour faire tourner les têtes dans le restaurant. Tu n'es qu'une fille ingrate qui a eu de la chance. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti de ce restaurant, et j'espère, de la vie de Henry Chang pour toujours. Mais comme les semaines à venir allaient le prouver, un homme désespéré par l'argent au point d'abandonner son enfant est assez désespéré pour faire bien pire pour mettre la main sur une fortune. Après la confrontation avec Henry au restaurant, je suis rentré chez moi me sentant à la fois libéré et dévasté. La vérité que j'avais toujours connue avait été confirmée de la manière la plus cruelle possible. Mon père biologique ne m'avait jamais aimé, ne m'avait jamais valorisé en tant que fille, et maintenant il ne me voyait que comme un accès à la richesse. Malgré des années de thérapie et de guérison, malgré la base solide d'amour que James avait bâtie pour moi, la douleur brute de ce rejet a été profonde. J'ai appelé Zoé, qui est venue immédiatement avec du vin et son soutien indéfectible. Je ne devrais pas être aussi bouleversé, ai-je dit alors que nous étions assises sur mon canapé, les lumières de la ville scintillant en contrebas de mes fenêtres d'appartement. Je savais qui il était. Je savais pourquoi il était là. Pourquoi ça fait toujours si mal? Parce que tu es humaine, a répondu Zoé, passant un bras autour de mes épaules. Et parce que, peu importe combien nous grandissons, il y a toujours une petite fille à l'intérieur qui voulait juste que son papa l'aime. Cette nuit-là, je me suis permise de faire le deuil, non pas de l'homme qu'était Henry Chang, mais du père qu'il aurait pu être, de l'enfance que j'aurais pu avoir, si mon sexe n'avait pas déterminé ma valeur à ses yeux.
J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Une catharsis en gestation depuis 24 ans. Le lendemain matin, j'ai appelé Dr Laura, qui était restée une amie et une conseillère occasionnelle tout au long de ma vie d'adulte. Elle a accepté de me voir cet après-midi-là. Ce que vous vivez est une réponse complexe au traumatisme, a-t-elle expliqué pendant que je racontais la rencontre avec Henri. La blessure originelle a été rouverte, mais vous n'êtes plus l'enfant vulnérable que vous étiez alors. Vous avez des ressources, tant internes qu'externes, que vous n'aviez pas à 8 ans. Je veux juste qu'ils sortent de ma vie, ai-je admis. J'ai travaillé trop dur pour construire quelque chose de beau pour le laisser le détruire maintenant. Alors c'est la limite que vous devez fixer, a conseillé Dr Laura. Vous avez le pouvoir maintenant, Anna. Vous décidez qui a accès à votre vie, à vos émotions, et oui, à vos ressources. Armé de ces conseils et de ma propre force durement acquise, j'ai demandé à Richard d'envoyer une lettre de mise en demeure formelle à Henri, le prévenant que tout contact supplémentaire entraînerait des poursuites judiciaires. J'ai renforcé la sécurité à ma maison et à mon bureau et j'ai informé mon assistant de filtrer tous les appels et visiteurs. Pendant 2 semaines, il y a eu le silence. J'ai commencé à espérer qu'Henri avait compris la futilité de ses efforts et qu'il était passé à autre chose. Puis le harcèlement a commencé en bonne et due forme. Appel téléphonique tardif de numéros bloqués. Courriel provenant de comptes anonymes détaillant de prétendus antécédents médicaux familiaux que je devrais connaître. Une lettre dans ma boîte aux lettres affirmant qu'il mourait et avait besoin de clôture. Le coup de grâce est arrivé lorsqu'il m'a abordé dans le parking de mon immeuble de bureau, apparaissant soudainement entre des voitures garées alors que je me dirigeais vers mon véhicule. « Tu ne peux pas m'ignorer éternellement », a-t-il dit, sa voix résonnant dans l'espace de béton. « Je suis ton père. »« Non », ai-je répondu fermement, ma main déjà sur mon téléphone pour appeler la sécurité. « Tu as renoncé à ce titre il y a 24 ans. James Wilson était mon père. Tu n'es qu'un homme qui a pris une très mauvaise décision et qui veut maintenant profiter de mon succès. » Son visage s'est tordu de rage. « Ce vieil homme t'a volé à ta vraie famille. Il t'a retourné contre nous. Nous serions revenus te chercher si nous avions pu nous le permettre. » Le mensonge était si flagrant, si offensant pour le souvenir de James, que quelque chose en moi a craqué. « Arrête », ai-je commandé, ma voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. « Arrête de mentir. Mon enquêteur a trouvé mes frères. Ils ont tous deux coupé les ponts avec toi il y a des années à cause de ton comportement manipulateur et égoïste. Daniel n'a pas parlé à tes années. Tu ne m'as jamais cherché. Pas une seule fois en 24 ans tu n'as fait aucun effort pour retrouver la fille que tu as jetée. » Son expression a changé, le calcul remplaçant la rage. « La famille pardonne, Anna. Ta mère voudrait que tu me pardonnes. N'utilise pas la mémoire de ma mère pour me manipuler, ai-je averti. Tu as dit qu'elle est morte en voulant que je te trouve. Mais mon enquêteur a découvert qu'elle avait demandé le divorce il y a 15 ans, invoquant ton addiction aux jeux et les abus émotionnels comme raison. Elle est morte seule parce que tu avais aliéné tous ceux qui l'avaient jamais aimée. La sécurité est arrivée, répondant à mon appel discret. Alors qu'ils escortaient Henri hors des lieux, il a crié « Ce n'est pas fini. Je vais obtenir ce que je mérite. » Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer non seulement ma vie, mais potentiellement celle de nombreuses autres personnes. Je ne permettrai pas à la réapparition d'Henri de souiller l'héritage que James m'avait laissé. Au lieu de cela, je transformerai cette expérience douloureuse en quelque chose de significatif, quelque chose qui honorerait l'homme qui m'avait sauvé. Le lendemain matin, j'ai appelé Richard et lui ai exposé mon plan. Je veux créer une fondation, ai-je expliqué. La fondation James Wilson pour la construction familiale. Sa mission sera de soutenir les enfants qui ont été abandonnés ou qui ont quitté le système de placement familial sans avoir été adoptés. Richard était enthousiaste. James serait incroyablement fier de cela, Anna. Que envisages-tu spécifiquement pour la fondation? L'aide au logement pour les jeunes adultes qui ont quitté le système de placement familial, des bourses universitaires, des programmes de mentorat, et une initiative spéciale pour soutenir les filles en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, en particulier l'architecture et l'ingénierie. J'ai fait une pause, la vision devenant plus claire à mesure que je parlais. Et je veux allouer une partie importante de l'héritage à cette fondation, pas seulement un montant symbolique. Ce sera le véritable héritage de James. Au cours des 6 mois suivants, je me suis consacré à la création de la fondation. Le travail est devenu une forme de guérison, transformant ma douleur en objectif.
Chaque programme que nous développions, chaque jeune personne que nous identifions comme bénéficiaire potentiel, ressemblait à un hommage à James et à une reprise de mon propre récit. Pendant cette période, Henry a continué ses tentatives de me contacter, bien que moins fréquemment, car il réalisait que je ne me laisserais pas manipuler ou intimider. J'ai maintenu des limites fermes, répondant à chaque tentative avec des avertissements juridiques, mais sans jamais m'engager émotionnellement. Puis, de manière inattendue, j'ai reçu un courriel de Jason, le frère qui avait eu 6 ans de plus que moi. J'ai vu un article sur ta fondation, a-t-il écrit. J'ai immédiatement reconnu ton nom, même si cela fait si longtemps. J'ai souvent pensé à toi au fil des années et j'ai essayé de te retrouver quand j'étais à l'université, mais les dossiers d'adoption étaient scellés. Je comprends si tu ne veux rien avoir à faire avec notre famille après ce qui est arrivé, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais oublié ma petite sœur. Après mûre réflexion et consultation avec Dr. Laura, j'ai accepté de rencontrer Jason dans un café près de mon bureau. L'homme qui s'est approché de ma table était un étranger aux yeux familiers. Des yeux qui appartenaient autrefois à un garçon qui me volait parfois un dessert supplémentaire quand notre père n'était pas là. « Anna » a-t-il dit, la voix émue. « Tu ressembles tellement à maman. Merci d'avoir accepté de me voir. » Notre conversation était d'abord maladroite, alourdie par 24 ans d'absence et l'ombre des actions de notre père. Mais alors que Jason partageait des histoires de sa vie, ses regrets quant à ce qui m'était arrivé et son propre éloignement éventuel de notre père, un lien fragile commença à se former. J'étais trop jeune pour arrêter ce qui s'est passé, a-t-il dit, s'excusant pour quelque chose qui n'avait jamais été de sa faute. Au moment où j'ai compris l'ampleur de ce qu'ils avaient fait, tu étais parti depuis longtemps. J'ai essayé de te retrouver quand j'étais à l'université, mais je n'avais aucune idée par où commencer. Ce n'était pas ta responsabilité, l'ai-je assuré. Tu étais aussi un enfant. Il m'a parlé des dernières années de notre mère, comment elle avait finalement trouvé le courage de quitter Henry après des décennies d'abus émotionnels, comment elle avait exprimé ses regrets d'avoir abandonné, jusqu'à ses derniers jours. Elle ne s'est jamais pardonnée, a dit Jason, elle était trop faible pour lui tenir tête quand ça comptait le plus, et elle a porté cette culpabilité toute sa vie. Cette révélation a apporté des sentiments complexes, un mélange de vindication et de chagrin pour une femme qui avait été à la fois victime et coupable dans mon histoire. Je ne pouvais pas pardonner ses actions, mais je pouvais peut-être les comprendre à travers le prisme de la conscience adulte. Jason et moi avons convenu de rester en contact prudent pour voir si une relation fraternelle était possible après tant de temps et de traumatisme. Il a proposé de me mettre en contact avec Eric également, bien qu'il ait averti que notre frère aîné avait géré ses propres problèmes découlant de l'influence toxique de notre père. Une semaine après avoir rencontré Jason, j'ai reçu une autre demande de Henry, cette fois par l'intermédiaire d'un avocat bon marché, menaçant de contester l'adoption de James pour des motifs fabriqués. Richard m'a assuré que c'était une menace sans fondement, une tentative désespérée d'extraire de l'argent par intimidation légale. Je veux en finir une fois pour toutes, ai-je dit à Richard. Organise une réunion avec Henry et son avocat. J'y assisterai avec toi présent. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de Richard, un espace conçu pour inspirer puissance et autorité. Henry est arrivé l'air suffisant, croyant clairement que ses menaces avaient enfin fonctionné. Son avocat, un homme nerveux avec une mallette usée, était assis à côté de lui. « Je suis content que tu aies enfin retrouvé la raison », a commencé Henry avant que je ne puisse parler. « Je suis là pour dire une chose très clairement, ai-je dit, l'interrompant. Tu ne recevras jamais un seul dollar de ma part. Ni maintenant, ni jamais. Les menaces juridiques que tu profères sont sans fondement, et si tu les poursuis, je porterai plainte pour harcèlement et détresse émotionnelle. » Son avocat s'est décalé inconfortablement. Les tribunaux familiaux reconnaissent souvent les droits des parents biologiques, même dans les cas de renonciation volontaire. Pas quand cette renonciation a eu lieu il y a 24 ans, a été légalement exécutée et documentée, et a été suivie d'une adoption formelle. Sans parler de l'absence totale de toute tentative de maintenir le contact ou de regagner la garde pendant tout ce temps, a ajouté Richard avec fluidité. Je me suis penché en avant, regardant directement Henry. J'ai une seule offre à faire. Je paierai pour des séances de thérapie d'addiction si tu acceptes de chercher de l'aide pour ton problème de jeu. C'est la seule aide financière que tu recevras jamais de ma part. Henry a claqué sa main sur la table. Espèce de sale ingrate, tu es ma mère, a-t-il commencé avant que son avocat ne le réduise au silence frénétiquement. Je suis ton père. James m'a appris que le rôle de père est une question d'amour, pas de sang, ai-je répondu calmement.
Il m'a montré que la famille se construit par des actes quotidiens de soins et de respect, et non par obligation biologique. Tu as contribué à mon existence par ton ADN, rien de plus. Tu n'as aucun droit sur moi, mon succès ou mon héritage. Je me suis levé pour partir, mais j'ai fait une pause pour une dernière déclaration. C'est la dernière fois que nous parlerons. Tout contact ultérieur entraînera une ordonnance de protection et une action en justice publique. Je ne suis plus l'enfant impuissant que tu as jeté. Je suis Anna Wilson et je ne te dois rien. La finalité de cette réunion a marqué un tournant. Que Henry ait finalement compris la futilité de ses efforts ou qu'il soit simplement passé à d'autres sources potentielles d'argent, le harcèlement a cessé. Par l'intermédiaire de Jason, j'ai appris plus tard qu'Henry avait quitté Portland, se disant en route pour Las Vegas pour tenter sa chance au casino. 6 mois plus tard, la fondation James Wilson pour la construction familiale a inauguré son premier projet de logement, un complexe d'appartements pour les jeunes adultes qui avaient quitté le système de placement familial sans avoir été adoptés. Le bâtiment comprenait 20 unités abordables, un centre communautaire et des services de conseil sur place. Lors de la cérémonie d'inauguration, j'ai parlé de James, de la différence que l'amour d'une personne peut faire dans la vie d'un enfant, et de la mission de la fondation d'étendre ce type de soutien transformateur à d'autres. La famille n'est pas définie par le sang, ai-je dit à la foule réunie. Elle est définie par le choix, par l'engagement, par la présence quotidienne pour les personnes que l'on aime. James Wilson m'a choisi quand ma famille biologique m'a rejeté. Ce choix m'a donné non seulement un foyer, mais un avenir, un sentiment de valeur, et la certitude que j'étais aimable exactement comme j'étais. Alors que je coupais le ruban du bâtiment qui portait le nom de James, j'ai senti sa présence à mes côtés, sa fierté m'entourant comme une douce étreinte. J'avais transformé la fortune qu'il m'avait laissée en un héritage vivant, qui continuerait à changer des vies bien après que nous soyons tous deux partis. Ce soir-là, je me suis assise dans le fauteuil préféré de James, maintenant dans ma propre maison, regardant une photo de nous deux prise le jour de ma remise de diplôme universitaire. Son bras était autour de mes épaules, son visage rayonnait de fierté. Le mien, de réussite et d'appartenance. Nous l'avons fait, papa, ai-je murmuré à son image. Nous avons transformé quelque chose de brisé en quelque chose de beau. Le voyage de l'enfant abandonné à la femme émancipée avait été long et souvent douloureux. La blessure du rejet de mes parents biologiques ferait toujours partie de mon histoire. Une cicatrice qui m'avait façonné mais pas défini. Mais grâce à l'amour de James, à ma propre résilience, et maintenant à la fondation qui aiderait d'autres comme moi, cette blessure avait été transformée en sagesse, ce rejet en objectif. J'ai regardé la vie que j'avais construite, la carrière que j'avais forgée, la famille choisie d'amis qui m'avaient soutenu, et j'ai ressenti une profonde paix. Ma valeur n'avait jamais été déterminée par l'incapacité de Henry Chang à la voir. Elle avait toujours été là, attendant d'être reconnue par quelqu'un qui avait les yeux pour voir, attendant d'être nourrie par quelqu'un avec un cœur assez grand pour aimer un enfant rejeté. James avait été cet homme pour moi. Maintenant, grâce à son héritage et à mes choix, nous serions cet homme pour d'innombrables autres. Avez-vous déjà dû redéfinir ce que signifie la famille pour vous? Quelqu'un en dehors de votre famille biologique est-il devenu votre véritable système de soutien? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours de dépassement de l'abandon pour trouver la force vous a touché, merci de liker et de vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience. Et souvenez-vous, la famille ne concerne pas ceux qui partagent votre ADN, mais ceux qui partagent votre parcours à travers les défis et les célébrations de la vie. Merci d'avoir écouté mon histoire, et puisses-tu trouver ou construire la famille que ton cœur mérite.